le roi de Pologne est fils de Catherine de Médicis. Cette dernière, voulant lui imposer un mariage d'État, elle brave sa mère et épouse Louise le jour de son sacre comme roi de France, où il devient Henri III. Elle se montre une épouse docile, malgré les conflits au sein des deux familles. Louise de Lorraine étant cousine des Guise, ce qui contente Catherine de Médicis, qui craignait pour son influence sur le roi. Mais, après l'assassinat du roi, elle prend le deuil qu'elle ne quittera plus, le deuil en blanc, d'où son surnom, Reine Blanche. J'accueille maintenant Catherine de Médicis, qui est très chère au pays roussillonnais, vous l'avez bien compris, accompagnée de Charles IX. Catherine marqua profondément notre histoire de France durant ce siècle. Née à Florence, fille de Laurent II de Médicis, duc d'Urbino, et de Madeleine de la Tour d'Auvergne, elle connaît une enfance malheureuse en perdant ses parents dès sa naissance. À la mort de sa tante, Anne d'Auvergne, elle devient comtesse d'Auvergne en 1524. Puis, mariée avec le futur roi Henri II, fils de François Ier, elle devient reine de France en 1547 et gouverne la France en tant que reine-mère et régente. Elle eut 10 enfants, mère des rois François II, Charles IX et Henri III, des reines Élisabeth, reine d'Espagne, Marguerite dite reine Margot, épouse du futur roi Henri IV. Grande figure du XVIe siècle, son nom est attaché aux guerres de religion opposant catholiques et protestants. Si elle fut une légende gloire, la tendance actuelle est de réhabiliter le rôle de cette grande reine, qui usa de son influence non seulement sur le royaume de France, mais aussi en Europe. Très éprise d'art, sachez que c'est Catherine de Médicis qui produit la fourchette sur la table. Charles IX, son fils naquit en 1550 pour devenir roi en 1560 suite au décès de son frère régnant François II. Sous son règne, le royaume est déchiré, marqué par les guerres de religion et malgré tous les efforts déployés par sa mère pour les empêcher. Son règne débouchera sur le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1562. Mais c'est en mars 1564 que débute le Grand Tour de France initié par sa mère, qui verra le cortège arriver à Roussillon. Et oui, en juillet 1564 pour séjourner un mois. Et comme vous le savez sans doute tous, c'est donc le 9 août 1564 que fut signé au château de Roussillon l'édit stipulant que désormais le premier jour de l'année serait le 1er janvier sur tout le royaume de France. Charles IX, marié à Élisabeth d'Autriche, ont eu une fille unique, Marie-Élisabeth de France. Elle ne vécut que 4 ans. Et de santé fragile, Charles IX décédera à l'âge de 24 ans d'une pleurésie. Vous savez maintenant votre serviteur, Pierre Ronsard. Il paraît que je fus l'un des poètes les plus importants du XVIe siècle. Malgré des études catastrophiques, je rentre à l'âge de 12 ans à la cour de France et deviens page. Mais c'est la parution des odes qui me rendent célèbre. Odes nées de mon admiration pour Balard, poète grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et modestement, allez, allons-y, je m'autoproclame prince des poètes. Puis, à la lecture de Virgile et Horace, c'est la création de la Pléiade, entre autres, avec du Golet, afin de supplanter le latin en poésie. Je ne peux passer sous silence, bien sûr, mes amours à mon ode à Cassandre, mignonne allant voir si la rose. Par contre, je dédie donc à Charles IX la Franciade, œuvre d'envergure en décasyllabes en français, équivalente de ce que furent les chants et poèmes antiques, en grec et en latin. Je terminerai ma présentation, non pas en vous récitant qu'un de ces poètes, mais une citation
vu que je crois qu'il y a de nombreuses Maries dans notre assistance, je vous dirai de la part de Pierre de Ronsard, Marie, qui voudrait votre nom retourner? Il trouverait Aimé. J'invite maintenant Marie Stuart. Fille de Marie de Guise et de Jacques V d'Écosse, Marie Stuart devient souveraine du royaume d'Écosse de 1542 à 1567. Mais en épousant François II, fils de Catherine de Médicis, encore un, elle retourne en Écosse, reine catholique, dans un pays devenu protestant. Bref, pour Marie Stuart, c'est une destinée tragique où elle connaît beaucoup de complots et de soulèvements. Emprisonnée par sa cousine Élisabeth Ier d'Angleterre, elle sera exécutée en 1587, après 18 ans de captivité pour complot de meurtre contre Élisabeth Ier. Elle est malgré tout, donc en Europe, l'une des rares reines régnantes d'un État donné et avoir en même temps été reine consort d'un autre État. J'invite maintenant sur scène la princesse de Clèves. Élevée dans la rigueur et la vertu, après son entrée à la cour, elle épouse le prince de Clèves, qu'elle estime, elle n'est pas amoureuse. Elle tombe amoureuse lors d'un bal du duc de Nemours et le confie à son mari, le prince, qui devient ravagé par la jalousie et le chagrin. Ébranlée par la mort de son époux, elle refuse de vivre son amour. Elle se retire dans un couvent jusqu'à la fin de ses jours. Vous pouvez admirer la robe Renaissance, tissu de brocart, manches à crever, fraises, jupon à cerceau et chapeau à plumes. Marie Bohème. Marie Bohème, née en Angleterre, devient demoiselle d'honneur de la reine Marie d'Angleterre. Marie d'Angleterre qui est sœur d'Henri VIII et épouse du roi de France Louis XII. Marie Bohème devint ensuite brièvement maîtresse de François Ier, ce qui peut expliquer sa robe à la mode Tudor, qui apparaît à la cour de France à cette époque. Il s'agit d'une robe avec de grandes manches, bordée de fourrure et d'une coiffure typique de cette époque, coiffe dite capot à l'anglaise ou haute à la française. Sachez par ailleurs que cette robe a été portée lors des fêtes en Renaissance du roi de l'Oiseau au Puy-en-Velay. J'invite maintenant Michel de Montaigne. Michel Étienne de Montaigne a marqué la Renaissance en tant que philosophe et moraliste, mais aussi comme écrivain érudit et fondateur des sciences humaines et historiques en langue française. Seigneur de Montaigne, il sera éduqué par son père, Pierre de Montaigne, dans la ferveur humaniste et polyglotte pour devenir à l'âge adulte un magistrat dans la province de Guyenne, puis conseiller au Parlement de Bordeaux. Mais c'est au décès de son père qu'il va se consacrer à l'écriture et à l'édition. Les fameux essais entrepris en 1572 et constamment remaniés sont une œuvre singulière qui ont nourri la réflexion des plus grands auteurs en France et en Europe. Explorateur du psychisme humain, pour Michel de Montaigne, le bonheur du sage consiste à aimer la vie et à la goûter pleinement. Ne dit-il pas dans ses essais, c'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir
jouir loyalement de son être. Enfin, Élisabeth Ier, fille du roi Henri VIII et Ah oui. Élisabeth Ier devint reine d'Angleterre et d'Irlande, couronnée à l'abbaye de Westminster le 17 novembre 1558 et va régner jusqu'en 1603. Son règne est marqué par sa volonté d'établir l'autorité de l'Église protestante anglaise, dont elle deviendra le gouverneur suppléant. Mais en 1570, le pape l'excommunia, encourageant même les sujets catholiques d'Élisabeth à ne plus lui obéir. Elle échappera à plusieurs complots en adoptant malgré tout une diplomatie tolérante, en ménageant les grandes puissances européennes qui étaient la France et l'Espagne. Ces 44 années de règne vont apporter une stabilité au royaume d'Angleterre et lui forger une identité nationale. Je vous invite maintenant à découvrir la danse de la période Renaissance